Salut Nadir, comment vas-tu? Salut Alexandre, très bien, ça va Oh, bien, merci et toi? ouais, bien, c'est le Sharp numéro 9 déjà. Sandrine Matichard est en vacances et on a le plaisir de recevoir Nadir Youlin, qui est à la fois un réalisateur, un entrepreneur, un homme d'action, qui est en direct aujourd'hui, tenez-vous bien, de Wellington, New Zealand. C'est ça? Absolument, tout à fait, Le, c'est ça, le au pays pays de des, Weta et des le Hobbits, pays dans de la terre du milieu. et du kiwi. Le Voilà, pays qui est spécialiste en rugby, en paysages magnifiques, en, euh, en effets spéciaux, et aussi on m'a dit, c'est là où il y a les abris anti-atomiques de tous les billionnaires de la tech, voilà, dont Zuckerberg. Donc, tu es en train de chercher un nouvel appart là-bas? c'est ça. Et d'ailleurs, je suis chargé de te passer le bonjour de quelqu'un que tu connais bien, qui est le Frodon, le Hobbit. Ah ouais? Tu m'as dit, Il t'a dit, c'est pas Gollum, hein, c'est pour... ah ouais, non, ça va, relax. Donc, Donc on va avec toi suivre l'actualité de la semaine, essentiellement cette semaine DeepSeek, et ensuite on Ouais, reviendra sur ton travail, et puis on terminera ouais, toujours par des petits sujets légers. Donc on respecte c'est ça. disons, les principes de Sharp, et en plus on en profite pour explorer un peu ta vision du monde, ton travail, Ouais, et, tout, et tout ce que tu es en train de préparer, non seulement en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Japon et en ouais, France. ouais, Voilà, bah c'est Sharp numéro 9. ouais. Voilà. Alors, le sujet, de toute façon, qui a, comment dire, battu tous les records de toutes les manières, c'est l'entrée fracassante de l'IA générative chinoise dans la tête des Américains essentiellement, mais dans toutes nos têtes. On en parlait la semaine dernière en disant peut-être que c'est le petit qui va battre les grands, et ça s'est confirmé brutalement à la bourse à New York, à Wall Street. Et de manière générale, ce qui a surpris tout le monde, c'est que la thèse finalement de l'open source est en train de s'imposer, ou en tout cas, elle a montré que tout ce qui était fermé était puissant, mais avait des grosses difficultés à vraiment innover. Et ça a provoqué, ben, en fait, un krach boursier pratiquement à soi tout seul. On va commencer par regarder ce qui s'est passé depuis qu'on s'était parlé, avec un petit sujet de Bloomberg, et puis on va continuer à discuter de l'impact de Deep January AI. 27th, 2025 may go Voilà, down in peut-être history le as jour DeepSeek Day. DeepSeek. DeepSeek shaking up global tech. Nvidia losing nearly Nvidia $600 qui en prend billion plein la in tête, moins market cap 16% en today une alone. journée, In qui a ont few brûlé hours, the 600 company broke its milliards, own record for the biggest 600 single day milliards de loss valeur in market boursière en une value in journée. history. Un truc de fou. A Mais c'est handful of remonté other depuis, non? US chip Un stocks, petit many peu, mais trading at c'est 30 surtout times toutes les earnings or prévisions more, qui en faisaient plummeted un as well. monopole. They dragged Ouais. down the S&P 500 Et and the tout Nasdaq l'ensemble des 100. valeurs Even as companies pared tech. some losses later in the week, DeepSeek had sent a message. Voilà, le message c'est finalement, est-ce que la course à la puissance, des chips était la seule voie pour développer l'intelligence artificielle générative. Et derrière, finalement, la voie américaine qui avait été très symbolisée par l'annonce de Stargate, quoi, les 500 milliards d'investissement pour écraser tout le monde. C'est toute cette vision des choses qui a un peu pris du plomb dans l'aile, on va dire. Comment tu vois ça, toi de l'autre côté du monde en étant réalisateur? Bah, figure-toi que dans le cadre d'un tournage que je mène du documentaire, je déjeunais avec des artistes qui travaillaient pour Weta et on a parlé, et c'était des illustratrices d'ailleurs, donc ils étaient concernés par l'effet de l'IA, etc. Et on a parlé de DeepSeek et ils voyaient ça plutôt d'un bon œil, du fait que, effectivement, comme tu disais, tu vois, ça pouvait un peu atomiser, ouvrir à tout le monde et faire un pied de nez. Après, moi, personnellement, je relativise. J'avais essayé DeepSeek avant, quelques temps avant, pas longtemps avant, mais avant, bon, j'avais trouvé ça bien. J'avais fait les mêmes requêtes que sur ChatGPT et quand même, je trouvais ChatGPT plus efficace. Après, peut-être parce que je suis plus habitué, que j'ai un abonnement payant, etc. Le fait que ça coûte 6 millions, je suis dubitatif, je ne crois pas trop. Je pense que c'est un chiffre qui concerne une partie de ce qui a été fait, mais pas l'ensemble. C'est plutôt un cheval de Troie de communication pour choquer et un peu ouais, faire de la com. Euh, Et alors, je pense qu'il y a, dans tout ce que tu dis, il y a beaucoup de vrai. Le modèle qui a surpris tout le monde, c'est le dernier. Parce qu'en plus, il attaque le R1, il attaque directement le dernier modèle de OpenAI qui est censé réfléchir.
Et les autres, c'était effectivement, on va dire, des copies. Et celui qui prétend, donc ils annoncent avoir développé en 2 mois pour 6 millions, qui arrive en top de l'histoire, c'est celui-là qui fait peur, enfin, qui a confirmé d'ailleurs que Mark Zuckerberg a confirmé que lui, son objectif, c'était pas d'être le suiveur d'OpenAI, c'était de les battre et d'être le premier tout court. Donc je pense que c'est cette course-là aussi que DeepSeek a levé. Et je pense que ce qui a aussi choqué la Silicon Valley, c'est les 6 millions, mais surtout la manière dont ils l'ont fait. Ça, Bloomberg l'explique vachement bien. On va voir aussi l'extrait du sujet de Bloomberg. Sell to Chinese companies. So DeepSeek got creative. It found a way Ils sont créatifs, to c'est more pas juste des copieurs. efficiently build Ouais. and train a Bien sûr. model without needing so many NVIDIA GPUs. Ils n'ont pas beaucoup One thing that they've been de able to chips. do is really get more power out of sort of older computing chips, older Ça, tous les NVIDIA gens qui font du products. jeu vidéo le It's savent. something game developers have practiced for years, because the components of a console, say the old PlayStation 3, never changed. Game makers had to figure out how to eke performance c'est une histoire out of them, d'optimisation so des titles puces. released at the end of a console's life often Ouais. had better C'est pas graphics les than dernières those puces, available mais at the start. ils les ont Uncharted optimisées à versus fond. The Last of Us, for example. Ouais, il pousse Voilà les la ratios différence au d'image. maximum. Probably Ouais, knew c'est Voilà. ça. C'est lui, là, le Before fondateur, là, le the geek, là, avec US des chip lunettes. curbs sort of came into play, he started sort of hoarding these NVIDIA older chips, older graphics processing units. It's not the first time a Chinese company managed to Et c'est un innovate savoir-faire underneath chinois aussi. US-led C'est ça que les sanctions, gens ont tendance à les About a prendre de year haut. ago, Huawei stunned Mais the Huawei tech avait fait le même industry coup. by unveiling a phone that was powered by semiconductors that were more advanced than US officials previously thought possible, especially after they had instituted export controls. This DeepSeek release and this huge reaction that it sparked could raise alarm bells in Washington in a similar way. There are a lot of people now in Silicon Valley trying to decipher how exactly DeepSeek was able to build this model, whether it used technology from other companies, and whether it used more chips than it's let on. Il y a un côté qui me fait penser un peu à ce que moi et d'autres essayent de faire dans le milieu artistique, dans la production, un peu en mode un peu de hacker le système établi et de réussir à faire des choses des choses réelles, qui ont le même niveau, mais avec des appuis différents. Et donc, moi, j'aime bien le fait de venir et d'atomiser directement les habitudes, l'inaccessible, etc. Après, toute relativité, je me dis quand même, il y a quand même beaucoup d'argent chez DeepSeek, Ah tout oui, de même, bien sûr. voilà. Et, mais je pense que ça remet de l'enjeu. Je pense que aussi, à mon avis, d'autres hackers, entre guillemets, en Californie, ça va les challenger. On va voir comment ils sont challengés, s'ils vont se dire, mais attends, si eux, ils ont pu le faire avec beaucoup moins d'argent, Voilà. peut-être que nous aussi, on peut aller challenger les gros Ouais. de chez nous. Tu vois, Exactement. j'ai l'impression que ça rebat des cartes, des verrous psychologiques. Oui. Sur On a, en fait, qui est leader, tu vois. le gars, là, donc on voit rapidement dans le sujet, qui a l'air d'un geek total, c'est une espèce de Bill Gates quand il était au début, tu vois, il a même pas 40 ans. C'est un matheux fou, il y a eu un super portrait de lui dans Wall Street Journal. C'est un mec surbrillant, et c'est aussi un entrepreneur, et qui a rassemblé autour de lui un véritable laboratoire. Comme il n'avait pas d'argent, il a monté un fonds quantitatif d'investissement complètement bourré d'IA, en fait. Complètement bourré d'IA traditionnelle. Et c'est pour ça qu'il a acheté des puces, en fait. Et donc, il a déjà des puces. Et son fonds, High Flyer Capital, dégage beaucoup de bénéfices, sauf l'année dernière. Il s'est excusé auprès de ses clients. Donc, il y a des super portraits qui sont sortis de lui depuis. Donc, le Wall Street Journal, il y en a un autre dans The Verge. Et il y a aussi un très bon sujet dans France 24 qui explique ce qu'il a derrière et pourquoi dans son laboratoire, et c'est exactement ce que tu décris, c'est un peu une culture de hacker, c'est une culture de dire, ils nous ont interdit les dernières puces, mais en fait, on est plus malin que ça. On est plus malin que ça, c'est ce que montre très bien le sujet de Bloomberg. On est plus malin que ça parce qu'on n'est pas puissant, mais d'abord, on est très intelligent, on a une tradition, et puis on a la technique à fond. Donc, ils ont même utilisé, c'est ça maintenant ce que leur reproche OpenAI, ils ont utilisé le dernier modèle d'OpenAI pour nourrir leur tactique. Évidemment, OpenAI crie « Ah, c'est du vol, ah, c'est de la copie ». Mais souvenez-vous, le sujet de la semaine dernière, le CEO de Perplexity AI, il disait « Non, mais bon, dans ce milieu, on s'inspire. » Voilà.
Évidemment, Ouais. quand tu n'es pas d'accord, tu me Ouais. dis on m'a copié. Mais ils s'inspirent tous les uns des autres. Et ça, c'est très très important. C'est comme ça d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ont fait le rapport avec la bombe atomique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des Ouais, voilà. laboratoires, ils s'inspirent les uns des autres. Il y en a un qui trouve un truc et l'autre qui dit mais moi je vais le faire, mais je vais y arriver par une autre manière. Tu vois. Ouais. Tu as la sensation aussi de le premier homme qui a marché sur la Lune avec les Ouais, Russes, tu sais, la qui compétition. est le premier qui va dire ouais, j'ai les GI. Enfin, tu sais, Ouais, j'ai ouais, l'impression de ils ont... revivre des moments que j'ai pas vécu directement, mais Non, qu'on m'a mais narré, tu vois. bah, le moment Spoutnik, la presse américaine, elle a dit C'est c'est comme ça. Spoutnik. Un jour, les Ouais. Américains, ils se réveillent et les Russes, ils ont envoyé un satellite. Sauf que Branle-bas de là, c'est les combat. Chinois. Voilà, mais là, c'est des Chinois. Et les Chinois, en plus, avec, il faut pas oublier, c'est des vrais capitalistes. Hein. Ils sont contrôlés par le Parti communiste, mais en fait, le gars, il se prend, enfin, il veut devenir ultra riche. C'est souvent très familial. Et c'est des gens qui ont fait des niveaux d'études exceptionnels. Moi, j'avais un patron chinois chez Microsoft. Franchement, le niveau intellectuel est exceptionnel. Et c'est des entrepreneurs en plus. Tu vois, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont une énorme tradition culturelle qui est millénaire. Hein. Moi, mon patron, il Bien nous sûr. parlait de sobriété. Tu vois, les Américains ne comprenaient pas de quoi il parlait, de frugalité. Tu vois, c'était vraiment des concepts chinois. Ouais, ouais, ouais. Et avec Mhm. dessus une agressivité capitaliste incroyable. Lisez le portrait de France 24. Il raconte vraiment que ce gars, c'est un mélange de Sam Altman, de Bill Gates et de Mark Zuckerberg. Tu vois, il n'est pas là pour Mhm. plaisanter, il est là pour être number one. C'est un ordinateur sur pattes. Et même en Chine, il leur fait peur. Hein. Faut pas croire que le Parti communiste est très à l'aise avec lui. Ils l'ont Et déjà un ça, peu c'est réprimandé. intéressant parce on aurait pu croire que c'était piloté Non. par. Et en fait, c'est quelqu'un qui est aussi autonome dans le milieu. Tu vois aussi, ça c'est intéressant parce que quand on fait Chine-USA, en réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est quand Non. même des gens un peu dans une certaine autonomie de créatif, d'entrepreneuriat, de production. Et Ouais, ouais. effectivement, après, comme c'est des enjeux d'État, tout est relié. Mais c'est important de rebattre, tu vois, rementionner, déjà de mentionner ça, parce que de le rementionner, on l'a pas beaucoup mentionné, et de le mentionner parce que ça peut venir aussi, ça pourrait venir aussi d'ailleurs. C'est vrai que dans les grandes C'est puissances, exactement le truc. tu vois, ça pourrait venir d'ailleurs. On aimerait que ça vienne, mais bon, malheureusement, mais ça aurait. Non, on va en parler. D'abord, il y a des États dont l'État chinois, depuis longtemps, on a fait l'objectif numéro un. C'est pour ça qu'ils ont fait tout cet écosystème, dont lui, il est Ouais, un des représentants. Et il y a un État en Europe, qui est l'Angleterre, qui a décidé aussi de prendre l'IA en main et d'en faire un objectif stratégique. On peut regarder un extrait d'un sujet d'Arte sur Keir Starmer, qui est le Premier ministre d'Angleterre, qui lui aussi a dit que il a pris sa blouse de laboratoire et puis il a été dans les labos pour dire qu'il voulait qu'il soit number one. Un rêve partagé par la Grande-Bretagne, qui se voit déjà comme un laboratoire de l'intelligence artificielle, en attirant sur son sol des entreprises high-tech. Certaines d'entre elles ont déjà promis d'investir près de 17 milliards d'euros pour répondre aux paris du gouvernement de Sa Majesté. So mark my words, Britain will be one of the great AI superpowers. Donc l'Angleterre en fait est un pays qui est en train d'avoir une stratégie très agressive en fait, très agressive. d'accord. Ils sont pas out of the game du tout. Ils essayent de construire un écosystème comme les Chinois à l'échelle de l'Angleterre. C'est quand même 17 milliards d'investissements. D'accord. C'est considérable. Et puis ils s'essayent aussi de faire que émergent des entrepreneurs qui vont provoquer le même effet qu'en Chine, c'est-à-dire qu'ils vont déferler un peu sur le monde. Donc il y a des pays qui s'inspirent de cette stratégie-là. En tout cas, Keir Starmer s'en inspire, en espérant avoir ses fonds à la fois financiers, enfin toute cette mécanique qui se met en place. Bon, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que les Chinois, ça fait presque 20 ans qu'ils sont sur le coup. Ouais. Après la défaite du meilleur joueur de Go contre une intelligence artificielle, pas Ouais, générative, mais une intelligence artificielle, ouais, contre ouais. DeepMind. Ça a été Ouais, un choc national. C'était un choc national. Et ils ont dit, il n'est pas question de baisser. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont développé leur stratégie. Et on en voit les fruits aujourd'hui. Voilà. Voilà. Moi, je pensais que je me faisais la réflexion sur les Anglais en pensant qu'ils étaient out of the game, justement, parce qu'on n'entendait rien venir depuis la Grande-Bretagne, mais visiblement. En fait, ils ont pâti de leurs problèmes politiques. Le précédent Premier ministre avait organisé déjà le sommet de l'IA, celui qui va avoir lieu à Paris.
parce qu'ils ont une histoire avec l'IA, puisque c'est pratiquement eux qui ont inventé l'intelligence artificielle avec Alan Turing pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont inventé l'informatique. Tous les lieux historiques de l'IA sont en Angleterre, en fait, Bleacher Park et autres. Et puis ensuite, c'est parti beaucoup dans l'informatique américaine, dans l'informatique militaire. Ça a été repris complètement par les travaillistes avec Keir Starmer, qui a décidé, en gros, parce qu'il est assez dirigiste et volontariste, qu'il fallait que ce soit l'investissement majeur, un peu comme la France avait fait sous Giscard le plan de téléphone, quoi. Voilà. Et du coup, on est dans une dynamique. Simplement, ici, on n'en parle pas parce que c'est un nouveau gouvernement. En plus, c'est un gouvernement travailliste. Donc, ils ont une approche moins libérale. Je crois que ça va porter ses fruits. Mais comment t'expliques qu'en même temps, on ne voit pas de boîte, tu vois, même en France, même si tu t'entends parler de Mistral, tu entends des Hugging Face que j'aime beaucoup, tu vois, même s'il y a des investisseurs américains à l'intérieur, des VC, etc. Mais c'est un Français. Tu sens des dynamiques poussées de l'Angleterre, mais je suis peut-être ignorant. Hein, c'est pas une vérité que j'apporte, c'est plutôt vraiment une question. Je vois pas de poule. En fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, moi, je pense qu'ils ont d'abord le goût du risque. Ils ont beaucoup plus le capital risque, qui a beaucoup investi. Et puis, il y a eu une accélération que personne n'avait vue. C'est-à-dire que personne n'attendait à ce que OpenAI cartonne comme ils ont cartonné. Même Elon Musk, qui était un des fondateurs de OpenAI, il est parti. Parce qu'en fait, il y avait une dynamique où il fallait lever beaucoup d'argent, des milliards. Et c'est grâce à Sam Altman et Microsoft que ça a décollé. Parce qu'à partir du moment où Microsoft met 1 milliard que Musk ne voulait pas mettre, ils sortent ChatGPT, GPT-3, et ensuite Microsoft met 13 milliards d'investissements en compute et en argent pour que ça décolle. C'est là où tu as l'explosion. Mais ça, aucun pays dans le monde, à part les Chinois, n'avait la puissance qu'il fallait pour le faire. Et en plus, ils le font de manière fermée, parce que même s'ils sont une fondation qui ne doit pas gagner d'argent, ils le font de manière fermée. Donc, c'est pour ça qu'on a vu cette accélération, mais il y a plein de boîtes à des échelles moindres qui essayent de faire mieux. Et par ailleurs, et ça c'est ce que montrent les Chinois, et montrent très bien le sujet d'Arte dont est extrait l'extrait sur l'Angleterre, l'innovation, c'est pas nécessairement qu'une question de milliards que tu mets sur la table. C'est un état d'esprit que les Chinois ont bien travaillé, même s'ils sont dirigistes. Et il y a une prof à l'intérieur du sujet d'Arte qui le dit vraiment bien. On peut regarder aussi l'extrait du sujet d'Arte consacré à l'Europe. We often think of AI as very dependent on extreme amounts of money, but innovation doesn't necessarily need large investments. Innovation is often about reshuffling what's already there and adding layers to existing components and thereby creating value. And I think we can do a lot by being mindful about why we want to use these technologies that are already here, keeping in mind the democratic and citizen right principles that are prevalent in Europe and developing services on basis of that. I think that can be our strength in winning the AI race. Voilà, je trouve qu'elle dit vraiment de manière très simple des choses qui ont besoin d'être réaffirmées, réaffichées. Ce que font les Américains, c'est du capitalisme américain. Ce que font les Chinois, c'est du dirigisme à la chinoise sur de l'innovation. Mais il y a aussi une manière européenne, il peut y en avoir une. Il y a les Anglais qui font leur truc à l'anglaise, mais globalement, le reste du continent, il y a des lois, ce qui est quand même exceptionnel, même si c'est contraignant. Ouais. Et en fait, c'est la vieille phrase, là, c'est de la contrainte que naît l'imagination qu'on attribue à Machiavel. Mais en fait, il faut utiliser les contraintes européennes pour faire des choses. Et elle le dit très très bien, il y a une part d'argent, bien sûr, mais il y a une part aussi de faire des services qui correspondent aux besoins des gens et qui respectent les valeurs démocratiques. Mais les contraintes qui existent en Europe, en France, la Grande-Bretagne, elle est sortie de l'Europe, elle n'a pas les mêmes contraintes, non ? Justement, c'est ce qu'elle essaye de faire. Elle essaye d'avoir la dynamique, on va dire, internationale, d'avoir un peu de dirigisme et de ne pas avoir la RGPD, tous ces trucs-là. Nous, on est à quelque chose d'autre à faire et je ne vois pas pourquoi l'Europe n'y arrive pas. Elle a une grande tradition de recherche, l'ARN messager, enfin, tout. Il y a beaucoup d'inventions européennes qui sont exceptionnelles. C'est le passage au marché. Des ingénieurs qui sont aux États-Unis, il y en a plein, ouais. Bien sûr.
Et donc, du coup, c'est tout l'enjeu de ce qui est en train de se passer sur l'IA en ce moment. On va voir ce que ça va donner au moment du sommet là, à Paris. Mais en attendant, il faut inventer quelque chose d'autre qui soit pas américain, pas chinois. Et puis, il y a aussi un autre débat qui est vraiment intéressant et passionnant, d'ailleurs que Hugging Face pousse beaucoup, qui est finalement celui de l'open source. Parce que on sait que Meta a beaucoup poussé, mais il y a d'autres Français qui ont monté Hugging Face, qui vivent aux États-Unis. En fait, il y a des investissements aux États-Unis, mais la grande force, c'est Hugging Face, en dehors de Mistral. Et il y a aussi une très bonne interview d'une des spécialistes de Hugging Face qui explique bien l'histoire de l'open source dans un sujet de France 24. On va te mettre tous les liens des sujets qui nous ont nourris. On peut regarder l'interview de cette Française qui est très très claire, cette chercheuse. C'est important parce qu'en open source a été sorti un modèle qui a enfin atteint les performances des modèles à source fermée. Les modèles à source fermée, c'est ChatGPT par exemple, où vous envoyez votre requête sur un site internet, il y a un modèle quelque part, mais entre les deux, il y a plein d'étapes. Et ces étapes-là, vous n'avez pas la main dessus. Et vous ne savez pas ce qui se passe entre votre requête et le modèle, et entre ce que le modèle vous renvoie et ce qui vous est affiché. Les modèles à source ouverte, à l'inverse, vous pouvez les télécharger et les installer sur votre machine. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir complètement la main. Quand vous envoyez vos informations, vos données, tout est fait en local. Alors dans le cas d'un modèle comme DeepSeek, c'est un modèle qui est énorme. Il ne tournera pas sur votre machine, il peut tourner sur un cluster de calcul. Mais on va vers des modèles qui sont de plus en plus performants et de plus en plus petits. Ce qui veut dire qu'on va vers des modèles qu'on appelle des modèles locaux, qui peuvent tourner sur les ordinateurs de n'importe qui et dans le futur sur des smartphones, sur des edge devices, des objets embarqués, etc. Voilà l'histoire de Hugging Face, qui est une boîte dont on a déjà parlé, qui est la boîte de l'open source finalement. Elle est extraordinaire, mais derrière, ils sont déjà en train de penser à la suite, des techs miniaturisés, de l'IA dans ton téléphone. Ce sur quoi aussi travaille Apple, ce sur quoi travaille Samsung. Et ce qui est en train de se déterminer, c'est finalement, il risque d'y avoir une très très grosse IA pour les entreprises, pour les outils de recherche, en gros Stargate, pour la domination sur des trucs, et puis une IA apprivoisée, plus légère, dans nos devices, dans nos outils, qui est aussi protégée parce qu'elle n'est pas... et c'est ça aussi qui est en train de se passer, donc il va y avoir probablement plusieurs open source, plusieurs mondes fermés, avec une capacité de fabrication et de création qui est exceptionnelle. Et là aussi, il faut rendre à France 24 et à Arte, c'est qu'ils ne regardent pas les choses de la même manière. Et ce que fait France 24, par exemple, c'est qu'ils montrent que cette histoire d'open source, c'est vraiment intéressant pour le monde entier, pas que pour les mondes américains ou les Chinois, mais globalement aussi pour le monde entier, avec une super entrepreneuse depuis, je crois, Nairobi au Kenya. C'est excellent parce que déjà, ça nous montre que l'open source, c'est vraiment le chemin vers lequel il faut se diriger. Mais en plus de ça, on s'est rendu compte qu'avec DeepSeek, ils ont pu construire un modèle qui est aussi performant que les gros modèles qu'on voit qui viennent d'OpenAI ou d'Anthropic, mais avec des ressources, avec beaucoup moins de ressources. Et en fait, cette innovation dans la scarcité, c'est ce que font les innovateurs africains tous les jours, parce que nous, on n'a pas accès au même niveau de ressources que les innovateurs américains, que les innovateurs chinois. Et donc, il faut savoir qu'on est toujours dans cette innovation pour la scarcité. On construit toujours des modèles qui sont plus petits, mais des modèles qui sont utiles pour des solutions spécifiques. Et en fait, ça va être un modèle d'export pour l'Afrique dans l'intelligence artificielle globalement. Voilà, on voit bien en fait que derrière ce que font les Chinois, ça inspire l'Europe, l'Angleterre, les pays baltes et qui on veut. Et en plus, ça ouvre des portes à des gens qui sont hors jeu, en théorie, parce qu'ils ont ce qu'elle appelle la scarcité, la scarcity of resources, c'est-à-dire que tu n'as pas nécessairement tous les talents, tu n'as pas nécessairement toute l'infrastructure technique, mais quand tu l'as, tu travailles, c'est pour ça que mon patron, Chilo, il parlait tout le temps de frugalité, parce qu'en fait, tu travailles de manière totalement différente. Et ça, c'est un vrai défi, et il est fort possible qu'on voit des IA venus de pays auxquels on ne s'attend pas, avec des super histoires, avec des boîtes, parce que les ingénieurs réfléchissent différemment, ils n'ont pas les mêmes ressources. Tu vois, donc... c'est ça. De toute façon, l'avantage aussi, c'est qu'ils croisent des influences culturelles. Oui. Ils vont à la rencontre des différentes influences culturelles, ce qui propose des façons de penser et d'appréhender, de composer, de métaboliser la réalité multiples, puisqu'ils viennent de parcours différents. C'est sûr que si tu as grandi en Inde et si tu as grandi à Palisade, tu
n'as pas la même façon d'appréhender le réel, voilà, Ouais. culturellement. Et ça aussi, c'est une des richesses que tu retrouves aux États-Unis, en Californie. C'est une de leurs ressources, phares. Mine de rien, il y aura toujours cette ressource-là parce que quand même la société est composite. Moi, j'étais dernièrement là-bas et j'étais dans un studio de mocap dans un beau studio de mocap à Venise où il y avait plein de VR. Ils étaient en train de faire un pilote d'une expérience en AR/VR pour les studios Sony. Et je discutais avec un des programmeurs pour des expériences qui vont se situer avant les films ou pendant les avant-premières, où genre tu vas voir le film et tu peux faire une expérience AR du film. Et bon, je discutais avec un développeur et c'était un Chinois, tu vois, qui a grandi en Chine, etc. et qui est maintenant aux US depuis longtemps et qui travaille et qui croisait avec Dan, qui est un Afro-Américain. Voilà. Et en fait, on voit bien que tu vois, ce relationnel-là, c'est vraiment une richesse qu'on peut avoir en France. Mais malheureusement, en France, on est toujours sur parfois des questions d'identité et d'intégration un peu qui nous bloquent dans notre richesse intrinsèque, quoi. Et ça c'est un avantage qu'ont les Américains à la Californie, malgré tous les autres problèmes. Et oui. tu vas dans les entreprises, ils n'en sont pas là. Ça travaille entre eux, des Syriens, des Indiens. Oui, ça croise. la globalisation, le monde, il est au bout de la rue en Amérique parce que tu as beaucoup d'immigrés. Ouais. Je pense, ceci dit, que Trump est en train de retourner une grande partie de ça. Et donc, ça va, à mon avis, aussi beaucoup bouger. Quand je travaillais là-bas, je me souviens, il y avait beaucoup d'Indiens, notamment, qui retournaient en Inde, fortune faite, ou ayant fait une partie de leur carrière pour aller développer l'Inde. Avec toutes les barrières que met Trump, il y a eu des conflits à l'intérieur du Parti républicain sur l'immigration, sur lequel Musk a prévalu en disant il faut qu'on prenne les cerveaux quand même. Mais je pense qu'une partie des cadres aussi vont retourner ou vont travailler différemment. Donc on va voir. Hein. D'ailleurs, c'est une bonne transition pour qu'on comprenne un peu ton travail, un peu d'où tu viens. Parce que toi, tu es à la fois un entrepreneur, tu es aussi un réalisateur à l'origine. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui t'amène en Nouvelle-Zélande là? Disons, donc, tu t'as bien résumé. Hein, je suis réalisateur, créatif, et du coup, je m'intéresse à la tech depuis de nombreuses années et je l'utilise. Donc, ce qui m'amène, c'est depuis 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé la production d'un documentaire qui sera sûrement une série de documentaires qui s'appelle 24 Hours Before the AI on the Metaverse. L'idée, c'est comme ça, si je devais te pitcher ce que sera le résultat, tu vas te retrouver par exemple de 9h à 9h30 avec un sumotori à Tokyo, tu vas te retrouver de 9h30 à 10h avec un groupe, une chorale en Afrique du Sud qui chante à Cape Town, tu vas te retrouver de 10h à 11h en Inde avec des docteurs de l'Ayurveda, et en fait comme ça dans 24 pays, 24 heures, 24 pays, résumé, et à chacun… En Jordanie, là. En Jordanie, là c'est à Petra, voilà, où on est aussi dans le Wadi Rum, là où ils ont tourné Star Wars, là où ils ont tourné là, Mars. c'est au Tibet. Enfin, là c'est en Mongolie, dans l'un des derniers monastères où il y a des jeunes, voilà, des monastères qui forment les jeunes moines. Et en fait, à chacun, il y a une expo photo qui va avec, il y a une dimension VR 360, mais il y a un film classique et à chacun, on demande un peu leur relation avec la digitalisation, avec la technologie, comment ils vivent, eux, l'internetisation des relations, la digitalisation du monde. Il y en a qui ne l'utilisent pas du tout en Mongolie, il y en a en Corée du Sud, ils sont dans une autre relation. Voilà, il y a des contrastes et à travers ça, on marque la connexion, en fait, bon gré, mal gré, de tous les êtres humains, avec des moyens technologiques, mais parfois aussi sans. Simplement par le rythme de la planète, en fait, qui reste. Il y a un rythme universel, tu le vois bien, c'est quelque chose d'impalpable, mais parfois c'est très incarné. Et moi, c'est donc ça toi, aussi tu qui m'intéresse. réalises, tu Moi, poses des questions, tu viens avec ton casque, tu viens avec ton IA et ton métaverse, et tu leur poses la question et tu leur montres des images. C'est ça, je leur montre des images. Parfois, j'ai pas grand-chose à dire, c'est eux, je les suis.
et en les suivant, en fait, on comprend. Le but, c'est que ce soit pas trop verbeux, mais plutôt vraiment incarné par la réalité. Donc, par exemple, quand j'étais en Mongolie avec des éleveurs de chameaux, ils ne parlaient pas du tout anglais, donc il n'y avait pas moyen de communiquer, mais tu voyais très bien leur réalité. Et parfois en Corée du Sud, dans des lieux 100% automatisés, vraiment des trucs incroyables, bah là on parle directement. Et donc c'est une connexion entre différents aspects de la vie qui se répondent les uns aux autres, parfois sans le savoir. Et donc à travers ça aussi, on pose après des questionnements. Par exemple, on suivait le strike historique de Hollywood. On était là-bas à Disney, Amazon, Netflix, avec les protestations sur l'IA. Il y a des interviews de différents acteurs sur la digitalisation de leur Donc ça tu continues à le tourner? On continue à le tourner, c'est au long cours. Donc on a fait à peu près la moitié. Et on va commencer à avoir un premier format. Et c'est aussi un travail de recherche à travers ça, parce qu'à travers ça, je rencontre beaucoup de monde. Je découvre des techs, je découvre des entrepreneurs, je découvre des possibles partenaires. Et c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est fracturer la fracture numérique. Et en fait, alors ça, c'est ton autre point. C'est ça. Et en fait, tout est lié. Voilà, c'est ça. On va regarder un peu ton story, ton film qui raconte, parce que à l'origine, tu es d'abord un réalisateur de fiction. Oui, tout à fait. Tu continues d'ailleurs. On peut regarder un peu ce que tu as fait auparavant, notamment cette série qui était passée sur France 4. Rebelle. Rebelle. Avec Alexandre Achetian et Lina Coudry, notamment dans les rôles principaux. C'était les premiers rôles de Lina. C'est la première fois que tu utilisais déjà les moteurs de recherche. Tout à fait. Donc ça a eu un très bon écho. Et d'ailleurs, ça m'avait ouvert des portes, notamment chez des producteurs américains, ce qui est marrant. Donc, avec toujours tes thèmes, fracturer la fracture numérique, voilà. avec on la servait banlieue. des mises en abîme, voilà. Il y avait Olivier Rabourdin qui était venu nous donner de la force, donc petit coucou à lui. Voilà, il y a de l'animation, on passe d'animation en image réelle, il y a des petites dédicaces au manga et à Olivier Tom notamment là, qu'on retrouve, tu vois. Donc, oui, je me disais que j'avais déjà vu ce plan quelque part. Voilà, parce qu'on fait un peu d'animation. On essayait. Et là, c'était beaucoup plus long que maintenant avec l'IA à cette époque-là. Donc là, c'était quoi là, comme c'est Jungle format? Jihad. Ça, c'est Jungle Jihad. Voilà, alors là, il y a une compilation de différentes choses que je fais. Le format, c'était un format court. C'était genre entre 3 et 5 minutes par épisode. Et là, c'est Jungle Jihad, c'est une fiction. Là, c'est Jungle Jihad, c'est un long métrage de fiction qui est sorti en 2019, qui continue de tourner. J'ai plusieurs projections dans toute la France. Okay. Et qui est disponible aussi sur une plateforme qui s'appelle Maya+, qui est en VOD. Qui continue sa carrière. Donc, tu fais des programmes courts, du webdoc, je ne sais pas comment on peut appeler ça, du long métrage. Donc, là, c'est de la fiction, tout ce qu'il y a de plus. Ça. Il y avait Jimmy Jean-Louis aussi qui était dans ce film-là, Farid Larbi, Moussa Maskri, Olivier Rabourdin. J'avais un beau casting. Il y avait des jeunes aussi qui sont maintenant connus, comme Steve Tiancheux. C'était la première fois qu'il faisait un long métrage avec un rôle principal. Donc, c'était aussi... en fait, l'idée générale, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de voir. Ça, c'est faire ce qu'on a envie de voir, c'est pas faire simplement ce qu'on a envie de faire. C'est d'aller aussi trouver du public. Ouais, c'est ça. Mais faire aussi ce que moi, j'aimerais voir. Ouais. Parce que, c'est la démarche de Spike Lee, d'ailleurs. Ouais. Donnez-moi 40 acres and a mule. Donnez-moi de quoi faire ce que j'ai envie de voir. C'est le nom de sa boîte. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. 40 acres and a mule, c'est ça. Et parce qu'il y a parfois une frustration qui peut nous rendre aigris si on fait pas ce qu'on a envie de voir nous-mêmes. On critique toujours le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pluralité à l'intérieur des images, toujours la même question récurrente, tu vois. Au lieu d'en parler, moi, je préfère le faire. D'ailleurs, une petite anecdote qui était marquante quand on a fait Rebelle, c'est sorti en télévision sur France 4 et c'est sorti aussi sur la plateforme. Et sur la plateforme, ils se sont trompés. Ils ont marqué origine USA.
J'ai dû appeler, je dis mais qu'est-ce que c'est le Canada Dry et ça ressemble à de l'USA. Non, mais pourquoi? La réalité, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y avait une telle pluralité de personnages et d'idiomes et de couleurs que pour eux, et il y avait des images à Brooklyn et tout, mais pour eux, ils se disaient bon, c'est sous-titré. Le gars m'a dit, mais attends, je comprends pas, elle est sous-titrée cette série, c'est une série américaine. Parce que comme j'étais producteur, il me dit ça. Je dis pas du tout. Elle est tournée en France et en banlieue française et à New York, c'est vrai, mais en grande partie en banlieue française. Donc voilà, tu vois, ça montrait. Et donc c'était un peu le vecteur de dire bon, on a envie de faire des choses qui sont culturellement dans nos sensibilités, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que toutes ces thématiques dont tu as parlé, tu les as aussi mises en œuvre dans le concept des cités fantastiques, avec l'idée de fracturer la fracture numérique en utilisant les technologies pour ouvrir des débats de société. C'est presque un travail d'entrepreneur social en même temps que de créateur. Il y a un très bon sujet aussi de France 24 qui s'appelle Pas de quartier, dans la série Pas de quartier, où on montre cette démarche et on montre ce qu'elle aboutit avec l'association ASIAC, où tu fais des projections sur le problème des risques, tu fais de la sensibilisation à l'Assemblée nationale avec l'association ASIAC, mais aussi sur le terrain, tu fais le concept des cités fantastiques. Il faut qu'on regarde ce sujet parce que ça montre tout. Tu réagis pas et tu crois que c'est normal. Ça, c'est le film Le Vide. Ça, c'est l'Assemblée nationale. Le film a été diffusé. Il a été diffusé le 27 novembre au sein de l'Assemblée nationale avec un casque en VR simultané. L'AVR qui permet d'être projeté directement dans le film. Dans les coulisses de ce projet ambitieux, Parfaitement. Nadir Youlin, réalisateur du film, il a grandi à Trappes et intervient depuis les États-Unis où il travaille. Ce film il a été fait avec des jeunes des différents quartiers qui ne se connaissaient pas, qui ont appris avec des cascadeurs à faire des rixes, à maîtriser leur violence. Aujourd'hui, on pense qu'une bagarre, ça va être facile derrière, mais ça va te faire grandir. Là, on essaye avec le vide de restituer cette sensation qui va t'arriver, c'est-à-dire tu vas te retrouver dans le vide. Là, on est carrément dans la mise en abîme. Tu te regardes en train de donner une interview depuis Atlanta sur ton film. Il y a un décalage entre ce qui est fait et la conscience des conséquences. Marwan Mohamed, chercheur en sociologie, travaille sur les phénomènes de violence chez les jeunesses populaires. Moins que quelque chose qui serait moralisant ou explicatif ou descriptif. Là, c'est un outil qui prend le parti de parler et de sensibiliser à partir des conséquences. Je vois des jeunes de 15, 16, 17 ans prennent des peines plus grandes qu'eux. Plus grandes qu'eux. On se rend compte aussi que les réseaux sociaux... Mokhtari qui fait partie intégrante du projet. Donc ça, c'était la partie sensibilisation, notamment auprès des élus. On avait beaucoup d'élus, non seulement de l'Assemblée nationale, mais de la région, qui étaient sensibilisés grâce au film. Et ça, c'est le festival, maintenant, qui est le festival des cités fantastiques. Il aborde d'abord la question de la radicalisation, puis celle des dangers des rodéos urbains avec Adrénaline, aujourd'hui outil de prévention. Donc ça, c'est le Cité Fantastique. C'est ça, c'est le festival. Donc les cités fantastiques, au début, ça a démarré comme des petits ateliers de hackers qui se déplacent partout pour t'apprendre des technologies immersives. Et progressivement, on a créé un festival. Voilà, il y a des images. L'idée de ce festival, là, tu pilotes un avion de chasse en VR. Ça, c'est pour attirer les jeunes. Ça, c'est pour attirer les jeunes. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, tu vois, de l'edutainment. C'est l'innovation au service de l'éducation. Donc l'idée, c'est tu viens, tu t'amuses, tu prends du plaisir, et ce plaisir, on va te proposer de t'en servir, de cette énergie pour aller découvrir les opportunités qu'il y a à ton service. Et c'est quoi? C'est les métiers qui sont... tu viens de faire le tournoi des cités fantastiques en ado. On va te montrer comment on fait de la réalité augmentée. Tous les métiers qui sont liés à la réalité augmentée, que ce soit la cybersécu, ou du commerce, ou de la programmation en Python. Tu viens de découvrir le cinéma immersif. On va te montrer tous les métiers qui sont liés en lien avec ça, les opportunités métiers avec des entreprises qui sont là. Et il y a même aussi la police qui est là. Il y a la police municipale aussi qui vient faire de la VR. Parce qu'on développe les verticales de l'éducation avec
voilà, la prévention, la relation jeune-police, qui est fondamentale. Parce que pour une éducation, tu vois, le rapport à la police, il est problématique en France, tu vois. Et aujourd'hui, organiser des séances liées à la tech avec des policiers, des jeunes et une expérience d'innovation, on rapproche, on crée du dialogue. En même temps, on fait du e-sport inclusif avec des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Et en même temps, on ramène des entreprises. On voit les professionnels aussi. Ouais, vas-y. Qui est souvent en tension. Un petit match entre la police et les jeunes, c'est exactement ce qu'on recherche. Ça, c'est la partie police. Voilà. Il y avait la partie entreprise tout à l'heure. Peut-être après les diriger vers des métiers qui recrutent. Voilà, et avec les métiers. Bon, tu vois, tu as aimé ce simulateur, tu as aimé t'amuser dessus, mais tu sais que derrière, il y a quelqu'un qui programme ça. On veut utiliser une approche ludique pour apprendre qu'il y a plusieurs voies sur lesquelles ils peuvent se lancer. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook. Voilà, donc le sujet, de toute façon, il est disponible aussi en ligne, donc ceux qui veulent aller plus loin. 24, donc là, ça montre bien ton travail à la fois de réalisateur, ouais. On en a parlé, tu fais des fictions courtes, parfois traditionnelles, des longs. Et en VR. Et en VR, tu fais du documentaire. Et puis aussi, tu as cette action, et de la télé. engagement. Comment Et je vais dire, et de la télé. Voilà. Et en parallèle, donc, tu es en tant que chef d'entreprise en train de faire le tour de tes partenaires. Donc là, aujourd'hui, tu es à Wellington. Tu as été voir quoi? Il y a Weta. Bien sûr, c'était le premier lien. C'est ça. C'était Weta. Demain, je tourne avec des illustrateurs de Weta qui ont fait du costume designer sur le Hobbit. Donc, on a été visiter les studios de Weta, évidemment, voir les animatronics, voir un peu comment ils avaient créé tout ça. C'est des studios mythiques. C'est là qu'ils ont fait des District 9, Planète des singes, évidemment tous les Seigneurs des Anneaux. Ce qui est intéressant en Nouvelle-Zélande, c'est le contraste aussi, parce que tu es dans un environnement hyper naturel et en même temps, à Weta, tu vois quasiment tous les de Dune, dernier Dune, Blade Runner, quasiment tous les blockbusters sont faits en partie ici en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire sur le workshop aussi, ou les Dune, il y a aussi. Oui, mais sur les lieux de tournage, mais je parle sur la post-prod. Ah, pour la post-prod. Pour la post-prod, oui, parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'il y avait Peter Jackson qui a créé cette boîte. Peter Jackson, qui est un des plus grands réalisateurs et qui a fait Le Seigneur des Anneaux, donc qui a tourné là-bas. Il y a tout un écosystème maintenant avec tout ce qu'il y a de plus tech, depuis très longtemps d'ailleurs, comme tu le disais, de l'IA, qui est un outil finalement utilisé depuis très longtemps dans la production d'effets spéciaux. Et donc tout un écosystème avec des créatifs, des techs, et donc c'est ça que tu as été voir là-bas. Est-ce que donc ton actualité qui va être très forte, mais on en reparlera parce qu'on suit ton travail, ton actualité, ça va être donc au Vélodrome, Vélodrome olympique. Voilà, c'est le festival des cités fantastiques au Vélodrome national de Saint-Quentin. C'est où alors ça? C'est à Saint-Quentin? C'est à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Montigny-Bretonneux, c'est à 30 minutes de Paris. Combien de participants? Autour de 2000 participants. C'est un lieu qui fait 2500 mètres carrés. C'est un lieu olympique, là où il y a eu les Jeux olympiques des c'est vélos. C'est là où ils faisaient les la courses olympique en vélo. Donc là, c'est 2500 mètres carrés avec le dispositif, le principe est agencé spécifiquement pour le Vélodrome. Voilà, c'est-à-dire que tu as différentes verticales liées à l'éducation qui relient toujours autour de l'innovation et qui relient au métier, formation et à la tech. Parce qu'en fait, grosso modo, si on parle de OpenAI, de 500 milliards, de Stargate, etc. Mais si tu reviens de manière plus pragmatique, moi, ce que je constate au plus près de moi, c'est que quand on dit fracture numérique, en gros, j'aime beaucoup cette image-là. Oui, qui est ancienne, qui date de Chirac, la fracture numérique. C'est la fracture numérique, mais c'est un nid. Là, dans les zones rurales, dans les campagnes, dans les zones rurales ou dans les zones urbaines, les banlieues, les quartiers populaires, à la base, c'est un nid de poule et aujourd'hui, ça devient le Grand Canyon. Et la réalité, c'est qu'on fabrique de plus en plus des consommateurs. Et moi, je pars d'un principe, c'est... en plus, je travaille sur une expérience VR sur ce thème-là, mais the hate you give, la haine que la société donne aux enfants, elle se la reprend dans la gueule. Et en fait, je pars du principe que la paix qu'on va essayer de développer,
elle va revenir de manière circulaire pour nous tous, tu vois. Le jeu, l'apprentissage par le jeu. L'apprentissage par le jeu, l'éducation par le jeu, l'expérimentation, être expérimental et aussi être dans le langage moderne, le langage qui est lié aux âges des jeunes, en fait, à l'âge des jeunes. Donc, à un moment donné, faire des expérimentations, faire de la découverte, et cette énergie qui en sort là, lui dire, bah, tu sais quoi, tu viens de faire ça, il y a des métiers, il y a des études, il y a même des études offline, il y a des formations, et là, vas-y, va voir, et déverrouille parfois un blocage psychologique de te dire, ça, c'est pas pour moi. Je ne peux pas y arriver parce que ben là, tu peux. On a développé c'est une démarche proche de celle de Spike Lee, qui est un de tes amis, auquel tu as consacré, tu devais consacrer un bouquin d'ailleurs d'interview, Spike. Tout à fait. Et c'est la même démarche qu'il avait, c'est entre autres lui qui a fracturé la fracture contre le rap à New York, qui a montré qu'il pouvait y avoir des cinéastes africaines-américaines, comme ils disent, avec Do the Right Thing, Nola Darling et tout ça. Donc aujourd'hui, tu es dans ce chemin-là, avec en plus la tech qui fait partie de ton ADN, on va dire. Ouais, tout à fait. Là, en fait, moi, dans la dimension créative, j'ai envie d'explorer, j'ai pas envie d'avoir des frontières ou des dogmes. J'ai envie de pouvoir explorer tous les moyens. Je trouve des choses différentes dans le théâtre, comme dans le cinéma et comme dans la VR. Avec le projet Tupac que tu es venu nous présenter au KIF. C'est ça, tout à fait. Et la VR, l'immersion, la narration dans la VR me passionne. J'ai été très frustré à chaque fois que je regarde, j'en ai regardé vraiment des dizaines des expériences VR. J'ai vu très peu d'expériences VR qui racontaient des histoires ou avec des personnages qui ressemblent à ceux que je vois tous les jours. J'avais l'impression toujours d'être dans l'entre-soi, à part certaines expériences diverses et variées. Si, tu avais bien aimé Noir, je me souviens, on avait discuté. Noir, c'est récent, mais encore une fois aussi, c'est c'est super et big up au Real. Mais c'est vrai Tania de Montagne, Pierre-Alain Giraud. Mais Pierre-Alain Giraud, voilà. Mais c'est sur une histoire des Américains, etc. On a plein d'histoires à raconter. Toi, tu veux des histoires en France. Voilà, on peut avoir des histoires multiples, il y a pas de problème, mais je trouve que dans tout ce qui se fait, c'est bien qu'il y ait Noir, c'est super, mais dans tout ce qui se fait, qu'il y ait d'autres histoires, moi je sors celle de Tupac, etc. Mais quand je fais la prévention, un film qui s'appelle Le Vide et qui participe de la prévention d'Erix ou l'adrénaline, c'est en 360, ou d'autres expériences qu'on essaye de faire en VR pure 3D, on essaye aussi d'ajouter des touches du réel de la France, et de ramener aussi la réalité devant ces écrans, pas reproduire aussi un peu cette forme de décalage qu'on trouve dans le cinéma, notamment dans le cinéma français, qui est assez incroyable, l'entre-soi assez incroyable. Et donc toi, tu voyages, tu utilises la technologie, tu mélanges les formules. Écoute, d'abord, je pense qu'on reviendra ensemble sur ce qui va se passer au Vélodrome national. Et vous êtes les bienvenus, parce que c'est ouvert à tous, à tous les collèges et les lycées de 12 villes, mais c'est ouvert à tous. Voilà. Et on a accompagné tout le travail qui a été fait à l'Assemblée nationale avec Asiac, et on fera aussi, j'espère, participer tous ceux qui sont intéressés par cette démarche. Il y a des gens que moi j'aime beaucoup qui s'appellent les Dore Brothers, c'est un peu les sujets un peu moins, un peu plus légers qu'on suit, qui vivent à Berlin et qui ont développé de la même manière que tu décris, avec la même philosophie, une manière de produire en fait des clips, mais en maîtrisant l'IA, en mélangeant les deux, mais effectivement avec des propos. Ils ont sorti récemment une petite vidéo genre carte de vœux 2025 qui déchire parce qu'elle est très 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 dystopique, et avec des formules parce que c'est bien monté, parce qu'il y a de la musique, ça a l'air tout à fait facile, mais en fait c'est un vrai métier, à ce point que même Joe Rogan, qui est pas spécialement de leur point de vue, a trouvé ça génial, et ils sont passés dans Joe Rogan récemment, ils ont mis ça sur leur site, pas eux, mais il a dit ouais, c'est incroyable ce truc, ce qu'ils arrivent à faire avec des fakes. Ils sont partis des fakes, et aujourd'hui ils font des clips et ils mélangent, mais parce que ce que tu disais est vrai, ils ont une énorme technique de montage, une énorme technique traditionnelle, et à l'intérieur avec les fakes ça donne le petit clip dont on va voir quelques instants, qui est une carte de vœux 2025 bien dystopique. Ouais. Tout ça, c'est ce qui s'est passé dans les derniers jours. Les feux à LA,
l'intronisation de Donald Trump, les migrants, la pauvreté, la brutalité, les couch potatoes, les closed AI, pas open AI, le projet Stargate, donc c'est vraiment chaud, hein, c'est vraiment l'actu. Sam Altman qui devient milliardaire, les gars dans les ghettos, sur la musique de Clint Eastwood, ça fait une petite allusion à George Floyd, les guns, le porno, les réseaux, les avatars virtuels. Par ça, tout va bien, je suis heureux. C'est violent hein, quand tu fais image par image, mais le mix passe. Ça, c'est la police que Donald va envoyer. Non, on a des attaques contre les minorités, contre les trans. Et les problèmes qui vont avoir lieu quand ils vont sortir de force, les migrants, des déportations, forcément la violence civile, la poursuite des migrants à la frontière, d'une Amérique finalement qui se retourne sur elle-même, dans la crème, et les hamburgers, les grosses pizzas. C'est, quand tu vois le clip, tu te rends pas compte, mais c'est une accumulation d'images. Et j'ai vu pas mal de réactions des gens, un petit coup sur la Chine aussi, les médicaments, les opioïdes, et évidemment le contrôle des esprits. Mais c'est focus sur les US. Ah bah, je pense qu'ils sont dans une approche, là, aujourd'hui, ils vivent à Berlin. Hein. Et là, c'est un message à l'Amérique, quoi. Donc, je trouve qu'ils ont une démarche qui est assez puissante, qui se remarque dans les réseaux, hein, parce que ça se voit depuis. Ils font à côté de ça, ils font de la pub, mais c'est, je pense, comme tu disais, une réalisation hybride en fait. C'est, ils ont un propos, mais ils utilisent les fakes, pas simplement pour des fakes, pour provoquer quoi. Et avec une réalisation très rapide. Hein. C'est l'actu de la semaine dernière. Ouais. Non, Projet Stargate, c'était la semaine dernière. C'est ça. Ouais. Non, techniquement, c'est ce que je trouvais. On voit dans les interviews à l'ancienne de George Lucas, même récent, où il dit l'IA, pour eux, c'est quelque chose qui sont intrinsèquement liés à leur démarche d'innovation, mais ce n'était pas les LLM. Mais en tous les cas, dans leur idée, c'est un outil supplémentaire. Je trouve que les Durbozor, ils sont forts techniquement. Ils sont un peu caricaturales quand même, parce que c'est quand même très caricatural, parce que c'est dur de résumer les USA. Parce que le nombre de contre-pouvoirs, de contre-pensées, enfin, tu vois, moi j'étais là-bas pendant Espérons-le. Je sais que tu aimes les USA, mais... Non, mais c'est juste, même j'aime la France, j'aime l'Algérie, j'aime la planète, en fait, tu vois, j'aime beaucoup le Japon, mais plus tu avances, plus tu vois la complexité, tu vois, et du coup, tu as du mal... En fait, tu as du mal à être d'un côté ou d'un autre. Tu as du mal à être polarisant parce qu'en fait, tu vois les complexités, les gens, la relativité. Et d'ailleurs, 24 heures avant l'IA et le métaverse, 24 hours before, c'est ça en fait, tu vois. C'est comment finalement tu es connecté. Et donc, moi, j'ai du mal à être aussi caricatural, etc. Brutal. Mais je comprends que c'est bien de cliver comme ça fait aussi du clic. Mais cela étant, pour l'IA, je trouve que c'est un outil, tu vois, il y en a plein qui sont inquiets, mais c'est un outil, tu vois, moi, là, je sais que j'ai des projets et sur lesquels je mêle image réelle et IA. Pour moi, c'est juste un outil, au lieu de passer, comme j'ai fait de l'image d'animation avant, depuis des années, où des fois, pour refaire 2 minutes, on passait 3 mois à 3, mais quand même 3 mois, c'était long. Là, je sais que je ne vais pas passer ce temps-là pour faire des effets spéciaux de mon prochain film en Algérie, qui est un film de science-fiction, avec Farid Larbi. C'est un film traditionnel. C'est un film traditionnel de cinéma. Il y a Farid Larbi, Khaled Ben Aissa, Lina Koudry dans le rôle principal féminin. Dans le désert et dans la Casbah, on a des VFX à faire dessus. Ça va être fait en IA. Et en fait, c'est intégré à l'intérieur. C'est juste que c'est des outils pour des... Moi, j'aime bien le côté... on a différents pinceaux. On a des pinceaux plus puissants. On va s'en emparer et on va faire ce qu'on a à faire avec.
Il n'y a pas vraiment de dogme. Donc, je trouve qu'ils sont puissants parce qu'il y a eu beaucoup de choses aussi qui sont faites et tu as l'impression que c'est une sorte de motion design, de cadres qui bougent autour d'images. C'est beau et tout ça, mais ça raconte pas grand-chose, en fait. Tu vois, ça raconte pour des fois rien. Tu vois, c'est juste de l'image pour de l'image. Mais je comprends qu'il y ait un plaisir à créer. C'est bien comme quand tu fais sur Midjourney et tout ça, mais en termes de narration, de storytelling, de là où ça t'amène, même d'expression, qu'est-ce que tu veux exprimer, moi, j'y trouve pas mon compte. Et même si j'aime pas, même je préfère quelqu'un qui raconte des choses, même si je suis pas d'accord avec lui, mais je reconnais qu'il raconte des choses. Donc, en tous les cas, l'IA, il y a cette opportunité-là. Mais quand tu es un jeune hacker, artiste, tu veux faire des choses, là, c'est pas les moyens. Tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas avoir une équipe tu vois, même si, et encore une fois, quand tu regardes, aujourd'hui, avec un iPhone 16 Pro Max, tu demandes à Spielberg, ou il va te dire, si aujourd'hui, si c'était aujourd'hui que j'avais 20 ans, je ferais mon film avec ça. Soderbergh, je suis toujours étonné. Soderbergh, il a 2 ou 3 films, mais 2 sûrs, qui sont sur Netflix, qui sont sortis au cinéma et qui ont été tournés avec des iPhones. Et moi, je connais des réels qui disent, non, mais il me faut la dernière RED, etc. J'ai tourné avec les plus grosses caméras en anamorphique et tout. C'est bien pour certaines choses. Mais l'iPhone 16 Pro Max, tu en as 2, 3 avec certains setups à l'intérieur. Et vas-y, c'est parti, en fait. Tu vois, c'est suffisant. Et avec l'IA, à l'intérieur même des téléphones ou même en post-prod, boum, tu passes au-dessus. Et quand tu as des choses à dire, c'est juste des forces supplémentaires pour toi à moindre coût, parce que tu ne pourrais pas faire autrement. Tu vois, tous les figurants, tu as des images de police et tout. T'imagines, tu ne peux pas les faire, ça. Tu peux les faire, mais à combien avec les autorisations qu'il faut demander? Là, tu promptes bien, tu as une vision, limite, tu prends une photo en amont de choses et tu les reproduis. C'est magnifique. Tu peux aller très loin. Franchement, tu peux aller très loin. Justement, parce que là, tu es à fond, là, je sens bien chaud. C'est quoi ton petit sujet là? Tu voulais nous parler de robots. Donc tu veux faire quoi avec les robots? Tu veux nous montrer déjà quelque chose? Alors je vais vous montrer Skeletronics au Japon. Justement, comme au Japon, je suivais différentes personnes, des sumo, donc pour le documentaire sur la tech, mais j'ai rencontré aussi, je faisais toujours de la recherche, l'innovation avec les dernières tech japonaises, et donc il y a ça qui cartonne au Japon. En fait, c'est des Skeletronics. Donc, je l'ai pratiqué, je l'ai fait, je suis en contact avec eux. C'est quoi? Ce sont des robots de cinéma? En fait, c'est des. Non, c'est de l'entertainment. Un mélange d'art martial futuriste, divertissant. En gros, tu vois, dans Avatar, quand tu mets juste, j'ai un trou de mémoire, un exosquelette, pardon. Tu prends un exosquelette, donc qui t'augmente avec des points en plus, etc. Vous êtes 2, il y a une sorte de combat. Donc chacun a un exosquelette? Chacun a un exosquelette avec une forme diverse. Alors là, ils vont un peu plus loin. Il y a carrément, ils sont en hauteur, etc. Mais là, tu peux l'utiliser directement. Tu es avec tes chaussures et tout, normal. Et en fait, on va dire c'est un peu comme un combat de boxe ou d'art martial. Il y a des règles à respecter. C'est un combat d'exosquelette. Avec ton exosquelette. C'est toi avec ton exosquelette contre l'autre avec son exosquelette. C'est de la chevalerie, en fait. C'est de la chevalerie. Monter sur un cheval et d'avoir un truc carapassonné. C'est ça, tu vois, très proche de l'escrime. Mais ce qui m'intéresse, c'est toute la vision que tu as de la robotique. La robotique un peu appliquée à quelque chose qui est du divertissement. Mais en même temps, il y a une dimension sportive, d'innovation. Après, moi, mon côté technicien, tout ça, je m'intéressais à, tu vois, parce qu'en fait, dès que tu touches, tu as un compteur qui déploie selon là où tu as touché le nombre de points différents. Oui, donc comme dans un combat d'escrime. Ça ressemble beaucoup à l'escrime, mais tu sais quoi, quand même, l'exosquelette, il a un poids, tu as des règles. Et en fait, tu ne te rends pas compte, mais d'avoir un exosquelette sur toi, vraiment comme dans Avatar, ça te propulse. Quand on en parle, c'est comme ça. Comment dire, la théorie de l'IA, c'est que ça te propulse. Ça te rend plus. Ça décuple. C'est ça. Et là, ça te propulse dans quelque chose d'autre. Donc, tu vois, je fais beaucoup de recherches, de veille comme ça, pour voir ce qu'on peut aussi importer, développer des activités avec, faire découvrir des éléments innovants pour s'amuser. Mais l'amusement,
Ça est un sera. levier. Ça Est-ce que sera ça pas sera. ça sera pas dans cette version du festival, parce Ah, que comme dommage. Ça aurait été. Tu veux pas les faire venir là pour les amener au Vélodrome? Ça va faire un bruit d'enfer. Ouais, mais au Vélodrome, on a plus de 15 activités. On a le tournoi des cités fantastiques et avec la technologie Ado, sport en réalité augmentée qui croise Dragon Ball Z et Street Fighter en 3 contre 3, qui permet de jouer même si tu es en situation de handicap et en validité en même temps. C'est incroyable. Tu fais tes Dragon Ball, tu fais des Hadoken, c'est hyper. Il y a les championnats du monde. Au Japon, il y a 120 000 $ de prize money. Nous, on essaie de former des équipes dans les différentes zones de France pour qu'à un moment donné, ils y arrivent. Et tu vois, on a déjà ça et on a 14 activités. On a des pilotages d'avions en VR qui sont utilisés par l'armée. On a des courses de moto futuristes. On a de la création de métamondes, du sculpting en VR. On a le cinéma immersif avec 2 films immersifs. Il y a un paquet de Tellement de trucs. choses. Voilà, il y a plein de choses. Tu sais, c'est un peu, le côté retour vers Magasin le de futur dans le jouets, quoi. 2. Quand tu T'as envie de voilà, c'est ça. Sauf que c'est comme si tu vas dans un super truc de Disneyland, mais à la fin de l'attraction, au lieu d'aller acheter du popcorn, on te dit viens découvrir comment Le nouveau toi tu métier. pourrais travailler dans cet environnement-là. secteur. Qu'est-ce que tu pourrais y apporter? Ou même Ouais. viens découvrir de quoi il s'agit pour que tu puisses être entrepreneur dans Bien ce sûr. secteur. Ouais, Au ça lieu que m'a tu achètes du frappé. popcorn, viens trouver du savoir. Mais Ça m'a frappé voilà. au Clay-sous-Bois. Là, il y avait des recruteurs pour des formations pour faire du cloud, pour fabriquer les clouds, parce qu'ils ne trouvent Voilà. pas. Ça, c'est C'est vraiment ça. intéressant. Et ils disaient qu'ils avaient embauché plein de gamins qui ont trouvé un job, en fait, finalement, grâce à ça, quoi. Tu vois, parce que quand tu dis cloud, là, demain, dans un collège, aux plus jeunes, tu vois, essayer de mettre ces graines de savoir liées à l'innovation, en fait, C'est ils sont abstrait. sur le cloud absolument, mais ils ne savent Oui, ils pas ce que vivent c'est que le dedans. cloud. Ils savent pas Ils ce que savent c'est. pas, tu vois, et en fait, ça, c'est super important, même pour comprendre qu'est-ce qu'on te vend, qu'est-ce que tu consommes, à quoi, tu vois, sans que ce soit rébarbatif, mais en partant du principe que on peut avoir des manières d'expérimentation plaisantes et faire participer notre jeunesse à leur avenir et au nôtre, tu vois, parce qu'on est tous liés. Donc, le Festival des Cités Fantastiques, c'est ça. On a fait plusieurs modus, dans différents quartiers, à différentes tailles. On en a fait un dernier au Clé-sous-Bois qu'on voit sur France 24. Et là, on fait avec le Vélodrome, avec nos partenaires de 50 ans en Yvelines, grande version, et on espère le déployer dans plusieurs villes de France dans les mois et les années à venir. Et en fait, à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, ça ne sera jamais la même chose. C'est-à-dire, le principe est là, on comprend le principe, l'innovation au service de l'éducation, et à chaque fois, il y aura des nouvelles choses qui vont venir, des nouveaux entrepreneurs, des nouvelles entreprises, des nouveaux centres de Nouvelles formation, expériences. quelque chose qui est local, des entreprises aussi locales. Et on espère aussi avoir le soutien des GAFAM en France, le soutien des sociétés françaises du CAC 40 sur 50 ans de vie. En plus, on a Airbus, Thales. Donc, Ah bah oui, il y a tout on fait aussi un l'écosystème appel de à leur. Polytechnique, Bien sûr. de Saclay, en fait. C'est à côté de Saclay, tout ça. Saclay, tout à fait, tout à fait. Et il y a un gros pôle quand même industriel Airbus. Et Airbus, enfin, il y a quand même, il y a le technocentre de Renault. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir les rallier et qu'on puisse développer ça de manière nomade, itinérante et toujours, tu vois, sans se fossiliser, toujours en recherche Ok. d'innovation. Bon, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je te remercie parce que Avec je sais qu'il est plaisir. assez tard là chez toi et donc tu as veillé pour nous. Merci Ouais, beaucoup. avec Ça va plaisir. passer toute la semaine et on va mettre tous les liens pour que tous ceux qui sont intéressés ou qui découvrent puissent aller le voir. On en parlera de toute façon au moment du Vélodrome et de la grande, des combien 14 expériences que tu vas proposer. Ouais, c'est ça. Et une Salut vingtaine Nadir. d'entreprises et de centres de formation qui seront là. D'accord. Merci Voilà. beaucoup et à Merci bientôt. Alexandre. Longue vie à Oui. Sharp. On kiffe le kiff. On quitte le kiff et on fracture la fracture. C'est ça. À Salut, à bientôt. bientôt. Ciao. Ciao.
centre de formation. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà. Merci. Merci Alexandre.